Nous parlons maintenant de la Côte d'Ivoire où l'opposition rejette la nouvelle commission électorale. Le projet de loi pour la mise en place d'une nouvelle commission électorale en Côte d'Ivoire ne va pas dans le sens de la préparation d'élections apaisées en 2020, a déploré jeudi une partie de l'opposition. M. Pascal Afine-Guessant, président d'une fraction du Front populaire ivoirien, a critiqué une initiative personnelle parallèle et solitaire du gouvernement. La nouvelle commission électorale indépendante doit comprendre 15 membres contre 17 auparavant, un représentant du président de la République, un du ministre de l'Intérieur, 6 de la société civile, 6 des partis politiques équitablement répartis entre le pouvoir et l'opposition et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. Le projet qui doit être examiné au Parlement apporte un meilleur équilibre dans la composition des organes de la commission centrale du bureau et des commissions locales, a affirmé le gouvernement dans un communiqué. Sylvestre Béni, quand on regarde ça et qu'on compare même à ce qui se fait au Togo, par exemple, c'est le jour et la nuit. Oui, effectivement, c'est le jour et la nuit. J'ai l'impression que les Ivoiriens ne veulent pas apprendre donc, des erreurs du passé. Je crois que c'est cette même commission qui a été même à l'origine du fiasco de 2002, je crois, entre le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, qui finalement basculait le pays dans la guerre civile, parce qu'on a vu comment est-ce que l'un des représentants de la CEDEAO a voulu arracher les résultats. On a quand même cette image-là qui circule dans nos têtes et tout. Mais je crois qu'aujourd'hui, et avec cette composition, j'ai l'impression que le pouvoir de M. Taïl a perdu du lion. Voyez-vous, lorsqu'on parle donc d'un représentant du président de la République, un du ministère de l'Intérieur, du ministre de l'Intérieur, alors qu'au niveau donc, de la magistrature suprême, on sait qu'en Afrique... On sait qui nomme. On sait qui nomme, et celui qui est nommé, c'est qu'il a nommé, voyez-vous. Et puis de l'autre côté aussi, on voit tout ça, là, on sait que le gouvernement, ou du moins le pouvoir se tient à la part du lion. Et là, c'est déjà un mauvais départ. Or, lorsque vous prenez, il y a une récente décision donc, de la Cour africaine qui demandait justement à ce qu'on puisse rétablir les choses équitablement, qui avait quand même révoqué l'ancienne commission. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement a intérêt quand même à revenir à de meilleurs sentiments parce que lorsque ça part comme ça, du moins la suite sera très déplorable parce que c'est un pays qui, ma foi, est encore fragile. Déjà, avec la scission entre les anciens amis, je vais parler donc de Ouattara et puis Soro qui fait feu de tout bois. Il y a Bédi qui est là. Donc il y a encore cet antagonisme là qui sont quand même présents. Donc je crois qu'aujourd'hui, Ouattara aussi qui ne dit pas clairement s'il va y aller ou non. Donc il y a tellement d'éléments aujourd'hui qui, ma foi, il faudrait véritablement qu'il y ait au moins cet élément qui est la CEI, qui soit déjà au-dessus de la mêlée. Sinon, on risque de repentir dans les mêmes travers. Credo Tété, l'opposition a-t-elle raison de rejeter la nouvelle commission électorale? Non, je crois que l'opposition est dans son rôle et vu la nouvelle composition qui a été donnée, donc l'opposition est dans son droit, non seulement dans son rôle, mais dans son droit, parce qu'on ne peut pas comprendre, comme le disait mon confrère Sylvestre Béni, qu'on dise que le président a son représentant personnel au sein de cette commission et qu'on dise également que son ministre de l'Intérieur aussi a son représentant. Donc je dis, ma foi, tout est fait pour que, au moment des délibérations, que les voix soient beaucoup plus penchées d'un seul côté. Parce que, et c'est là où je dis, mais nous faisons des efforts au Togo, en ce sens qu'il n'est pas question, il n'a jamais été question que et le président et son ministre de l'administration territoriale ou bien de l'Intérieur aient des représentants personnels. Et comme quoi, au Togo, donc, il y a aussi, en faisant cette comparaison, ce n'est pas un représentant du ministère de l'Intérieur qui est un des acteurs de l'organisation du jeu électoral, mais c'est de l'administration. Donc, c'est dire que dans la sous-région, on doit apprendre ce qui est bon dans une certaine mesure. Mais avec, disons, cette velléité de l'équipe ou bien du pouvoir de Alassane Ouattara, on peut déduire que, en fait, M. Alassane Ouattara n'est pas prêt ou ne serait pas prêt pour débarrasser le plancher tranquillement. Les jours, les semaines et les mois à venir vont nous réserver des surprises. Comme quoi, avec ce qu'ils ont fait, la nouvelle proposition va passer. Va passer comme Parlement, on sait ce que c'est. Au niveau du Parlement, on sait du moment où il a encore, disons,
de la valeur ajoutée au niveau du Parlement. Ça va aller comme une lettre à la poste. Mais sur le climat sociopolitique ivoirien aujourd'hui, cela va avoir des retombées assez négatives. Donc il y aura encore le tiraillement, il y aura encore des ambivalences de point de vue et ça n'encourage pas le jeu démocratique. Alors justement, Joseph Gada, Sylvestre le disait, la Cour africaine des droits de l'homme avait rendu en 2016 un arrêt jugeant la CEI, l'ancienne CEI, déséquilibrée et demandant à ce qu'il fallait la rééquilibrer. Bon, pour rééquilibrer, ça là, c'est pas un rééquilibrage. Hein. Non, je pense que c'est en cela que je pense que l'opposition a toute sa raison. Hein. Vous savez, quand la Cour avait demandé au président Alassane Ouattara de passer par tout le monde pour quand même passer quand même aux réformes de la CEI, parce que Ouattara l'a accepté. Et pas plus que l'année passée, vous vous rappelez, en juin 2018, quand il s'est agi d'organiser les élections municipales, et qu'elle a été demandé même à l'opposition de mobiliser quand même ses militants pour le recensement électoral. Vous vous rappelez que l'opposition, une partie de l'opposition a boycotté. Vous l'avez très bien. Faisant cas justement de ce déséquilibre de la CEI. Parce que le président Ouattara avait quand même, avait accepté quand même faire les réformes, mais ce qui n'a pas été fait. Donc vous voyez que l'opposition est toujours, jusqu'aujourd'hui, dans sa droite ligne. Alors, les élections municipales sont passées. Ouattara avait dit non, que bon, en fait, les réformes de la CEI, ce n'est pas pour les municipales, c'est pour les élections de 2020 à venir. Et vous vous rappelez très bien qu'en janvier dernier, il y a eu ce dialogue entre l'opposition et le pouvoir, juste pour faire les réformes par rapport à la CEI. Mais les réformes, c'est juste au niveau du cadre juridique et cadre institutionnel, et non la recomposition. Je pense que c'est en cela que l'opposition aujourd'hui commence pas à réagir. Moi, je dis parfaitement, je suis d'accord, parce que lors du dialogue, il a été dit que tout serait fait de façon consensuelle. Alors aujourd'hui, on a l'impression que, bon, comme en Afrique, tous les gouvernements, c'est ça. Donc, les gens veulent aller tout droit au mur. Mais je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, Ouattara doit faire tout, même si demain il va quitter, il faudrait qu'il laisse au moins une image positive de lui-même. Alors justement, la CEI, c'est l'instance qui organise le scrutin. Et quand on est président de la République et qu'on a un représentant personnel, alors qu'on est peut-être susceptible d'être candidat, il y a un problème. Oui, ça fait problème. C'est pourquoi je dis, déjà, l'élément donc, du président ne peut qu'être un ami personnel du président. Voyez-vous donc, oui, c'est un ami personnel du président. Donc en réalité, si le président se positionne, ça veut dire déjà qu'il y a un ami là qui peut influencer du moins le processus électoral. Et encore qu'il y a également un représentant du ministre de l'Intérieur. Mais on sait qu'en Afrique, c'est en réalité les présidents qui choisissent les ministres et que le Premier ministre ne fait qu'à valider. Donc, l'élément qui est donc le ministre de l'Intérieur, également, ça fait 2 déjà pour le président. Voyez-vous, on sait qu'en Afrique, c'est le président qui nomme du moins le responsable de la magistrature suprême. Ça fait déjà 3 pour le président. Voyez-vous? Et puis, bon, au niveau des partis politiques... il y a un partage équitable, 6-3-3. Donc, ça fait déjà... 6 pour la majorité. Pour la majorité. La société civile aussi. La société civile aussi. On va positionner en Afrique, il y a quand même des sociétés civiles politisées. Donc, le président peut encore trouver 1 ou 2 là. Mais je crois que le jeu n'est pas équitable. Voyez-vous, donc, je crois qu'aujourd'hui, M. Alassane Ouattara gagnerait beaucoup plus sa crédibilité en image. Après Blaise Compaoré, je crois que c'est lui qui est presque le dépositaire de la France-Afrique aujourd'hui. Donc, il doit faire amende honorable, sortir par la grande porte et laisser des empreintes pour qu'on puisse quand même demain dire voilà, c'est lui le père donc, de la démocratie nouvelle en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, Credo, c'est quoi cette hantise que les politiques, surtout le pouvoir, a à vouloir contrôler l'instance qui organise les élections? Quand on est sûr qu'on gagne à la loyale, mais on n'a pas besoin d'être devant la marmite pour savoir ce qu'il y a dedans. Non, vous savez, lorsque le pouvoir joue toujours un rôle de conservation, donc cela voudrait dire qu'on doit mettre tous les pions de son côté pour matérialiser une phase encore cette conservation du pouvoir.
Et vous allez voir, ce n'est pas uniquement au Bénin, en Côte d'Ivoire, pardon, qu'il y a ce souci de conservation du pouvoir, parce que en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus exécrable. Pourquoi je parle des écraves? En ce sens que le passé politique de M. Ouattara, lorsque nous serons en 2020 et il sera dans la posture de quelqu'un qui pourrait débarrasser le plancher, son passé politique est assez lourd. Et là, M. Ouattara ne voudrait pas, n'ayant pas encore trouvé un dauphin, M. Ouattara a toujours en tête de continuer toujours par diriger le pouvoir. Donc, à part ce souci de conservation du pouvoir, donc il est prêt à tout. Parce que la politique n'est pas une partie de catéchèse où on te dit « je crois en Dieu, le Notre Père, je vous salue Marie ». Donc, tout ce que tu peux faire pour gagner politiquement sur le terrain, tu dois le faire. Et de surcroît, lorsque les gens sont au pouvoir, donc ils ne voudront que garder ce pouvoir-là. Et je crois que c'est le schéma type de la proposition de recomposition de la CEI du côté. Et moi, je dis au-delà de ça, de cette gourmandise politique-là, il faudrait que M. Ouattara se pose la question que, comme le disait Sylvestre Béni, il peut encore sortir par la grande porte. Alors, Joseph, quel est le plus idéal, c'est-à-dire revenir à l'organisation des élections par les ministères de l'Intérieur, comme ça on coupe court à tous arguments, ou bien installer des commissions électorales techniques? Je pense que c'est l'idéal, c'est la commission électorale technique. Là, je pense qu'on recrute des experts dans le domaine, ils maîtrisent quand même les rouages des... Mais chez nous, tout le monde a des colorations aussi, politique. Mais au Togo, à un certain moment, le gouvernement en a proposé, et c'est... une partie de l'opposition qui a refusé. Voilà. Alors que, peut-être que... Vous savez, c'est ça même qui est la base de tous les problèmes, et de toutes les crises politiques post-électorales. Quand au niveau de la commission, parce que c'est la commission qui organise, c'est la commission qui programme, c'est la commission qui fait les calculs nécessaires pour pouvoir programmer les résultats, même si c'est provisoire, après généralement c'est confirmé. Donc la même mise surtout sur le président de cette commission, mais le pouvoir ne peut pas quand même laisser. Donc moi je dis aujourd'hui, allons plutôt à une série technique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et quand tu es sûr que tu peux gagner, quand tu es sûr que tu as des militants derrière toi, quand tu es sûr que tu as le peuple avec toi, je pense que on ne peut pas souffrir. Je sais pas, on a quand même toutes les chances qu'au moins on peut quand même se... C'est vrai, en allant aux élections, c'est quand tu vas aller jouer le football. Tu es sûr que tu vas gagner, mais il peut arriver que tu n'arrives pas à perdre. Mais l'essentiel, c'est qu'au moins tu as pu participer. Donc moi j'ai dit, ce serait idéal. Je ne sais pas ce que la commission de l'Union africaine par rapport la Cour fait par rapport à ça. Parce que si on a pu, si au niveau de la CEDEAO même, on a pu obliger des pays à faire des réformes, c'est-à-dire à toucher leur constitution, je pense qu'aujourd'hui, si c'est l'idéal, on peut aussi imposer, pas imposer, mais proposer un schéma de commission électorale. Quand même pour l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est possible. Ce serait l'idéal? Oui, je crois que l'idéal aujourd'hui serait une commission technique. Le Ghana, pendant des années, les gens sont là, je crois que... Je pense qu'ils ont une commission permanente aussi. Oui, ils ont une commission permanente. Il est vrai, entre-temps, il y avait un monsieur qui est à la tête, mais qui est changé, même, sauf que la nomenclature est restée. Je crois qu'il est vrai, chacun a quand même ses colorations politiques, mais une fois qu'il franchit donc les portes de la CENI, c'est purement technique, voyez-vous. Donc, et là, le Ghana démontre aussi bien comment est-ce que les choses se passent. Et déjà, au lendemain, on a déjà les tendances, on donne les résultats. Je crois que c'est une volonté politique. Si les gens veulent réellement qu'on puisse être dans un processus clair, transparent, limpide et qui ne souffrait d'aucune contestation, je crois qu'il revient donc à la classe politique de le faire. Mais quand vous le dites, vous parlez peut-être sous le couvert de ce qui s'est passé ici au Togo, où le chef de l'État a proposé une commission technique, mais Joseph l'a rappelé, c'est une partie de l'opposition qui a dit non. Il y a un piège là-bas. Justement, je crois que c'est Tikni Achadam qui disait que si le Bagouya veut se faire coudre un pantalon... Il a trouvé une solution pour ça au moment où le gouvernement proposait une commission technique, ça veut dire que le gouvernement sait déjà
a déjà des pliants experts coloration politique. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est le même gouvernement. C'est le même gouvernement à qui on a demandé à ce qu'un prélat soit à la tête de la commission. Ils ont refusé également. Voyez-vous donc ça. C'est vrai qu'au Togo, les prélats aussi ne sont pas trop réputés pour être impartiaux. Des prélats qui descendent dans les marchés pour appeler à voter pour un cas. On en voit tous les jours au Togo. Il y en a un qui fait notre fierté aujourd'hui. Monseigneur Nicodème Bariga. Voyez-vous, il fait notre fierté. C'est comment confirmer. Il peut valablement le faire si éventuellement les politiques lui donnent cette onction. Il a dirigé des pourparlers qui n'ont rien donné non plus. Le monsieur avait le charisme. Sauf que à l'époque, vous devez vous rappeler qu'il y avait quand même le parti au pouvoir qui disait qu'ils sont soumis. Dialogue soumis. Non, lui n'a pas prié pour l'opposition. Non, mais moi je crois que c'est vrai, l'idéal aujourd'hui, lorsqu'on fait le débat des compositions de nos CENI en Afrique, voudrait qu'on ait des techniciens au niveau de la CENI. Mais moi je dis, les techniciens au niveau de la CENI n'arrangeraient pas aussi la classe politique dans son ensemble. Que ce soit le parti au pouvoir. Et parce que l'opposition a toujours voulu que ses représentants soient au niveau de la CENI, parce que les représentants de l'opposition, des partis politiques de l'opposition au niveau de la CENI, c'est également, disons, une source ou bien des ressources d'aisance politique pour ces hommes. Donc là, en Afrique aujourd'hui, là où il y a des réticences pour aller à des commissions techniques de CENI, c'est que et le pouvoir en place et la classe politique de l'opposition vont perdre une manne financière. Vont perdre non seulement une manne financière, mais vont perdre encore en termes de représentativité. Donc il va falloir qu'on fasse un travail là-dessus et autres là. Et il faut accorder le bénéfice du doute à ces techniciens. S'il arrivait que dans notre pays, on a une série technique. Donc, on dit une série technique, donc c'est vrai qu'il n'y aura pas 100 ou bien 0% de coloration politique parce que chaque technicien a sa conviction politique. Mais au moins, la conviction politique n'est pas exposée au grand jour. Donc, c'est lorsqu'on aura des dérapages qu'on va voir comment essayer de réguler cela. On va parler, mais ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire est à déplorer parce que M. Alassane Ouattara n'est pas prêt pour vouloir la paix en Côte d'Ivoire. On va parler maintenant de l'Algérie. Le président par intérim propose un dialogue sans participation de l'État. Le président Abdelkader Ben Salah a proposé mercredi la création d'une instance de dialogue pour organiser la présidentielle et promis que l'État et l'armée observeraient une stricte neutralité lors du processus. Dans son discours à la nation, le président par intérim n'a pas donné de détails sur le calendrier. Tout juste, sait-on que ce dialogue sera mené en toute liberté et en toute transparence par des personnalités nationales crédibles, indépendantes, sans affiliation partisane et sans ambition électorale. Cet engagement fait écho à l'une des principales revendications de la contestation qui réclame la formation d'institutions de transition indépendantes de personnalités du système en place depuis des décennies. Joseph Gada, le pouvoir algérien avec le général Gaïd Salah voulait imposer son calendrier, mais petit à petit, on semble revenir un peu à ce que demande la rue. Non, mais est-ce qu'il a un calendrier même à imposer ou bien à proposer? Non. Je pense que le peuple algérien est arrivé à une maturité que ceux qui jouent la transition doivent reconnaître que la souveraineté appartient au peuple. Et quand le peuple décide, il faut avoir quand même l'humilité quand même de reconnaître la valeur intrinsèque du peuple et citoyen pour libérer le pouvoir. On dit, mais si tu ne veux pas libérer le pouvoir va te libérer. Vous savez que depuis la chute de Bouteflika jusqu'à aujourd'hui, le représentant de la transition, le général, s'est réfugié derrière la Constitution. Pour dire non, attention, on ne va pas quand même partir contre la Constitution a prévu après le départ, ou bien, après en cas de démission, vacances, il faut quand même que le président du Sénat, est-ce qu'il fait office de Sénat chez eux et doit faire 3 mois, 3 mois après 90 jours pour gagner les élections. Le peuple a dit non, que durant 20 ans, vous n'avez pas pu quand même eu à répondre à nos préoccupations. Quitter le pouvoir et laisser-nous le pouvoir. Nous-mêmes, nous allons choisir des gens impartiaux quand même pour pouvoir quand même diriger le pays.
le général dit non, nous, on se tient quand même à la Constitution. Voilà, après 3 mois, vous n'avez pas pu organiser même une élection. D'ailleurs, vous avez fixé le 4 juillet comme date de l'élection. Personne n'a déposé. Il y a eu 2 dossiers qui ont été rejetés. Parce que hors délai. Personne n'a déposé. Maintenant, le 9 juillet, le mandat de Ben Salah fini. Vous tombez dans un vide juridique. Et avant le discours, puisque le discours aujourd'hui, c'est parce que le pays fête son 57e anniversaire d'indépendance. Mais vous dites non, que bon, après le 9, vous allez continuer, mais vous allez continuer à taper. Donc, c'est pourquoi il dit, vous-même, vous avez saisi quand même la Constitution. Maintenant, la Constitution vous dit, d'accord, là où je suis arrivé comme vous, laissez-moi la Constitution, laissez-moi et essayez de dégager. Mais vous ne voulez pas partir. Maintenant, le peuple dit, attention, si vous ne voulez pas partir, tout ce que vous avez proposé ne nous convient pas. Ce que nous disons, c'est que laissez le pouvoir, nous-mêmes, nous allons quand même donner le pouvoir à qui nous voulons. Et aujourd'hui, vous avez constaté que dans les rues de l'Algérie, c'était une mobilisation folle, pas possible. Et vous avez constaté que, d'ailleurs, l'opposition a dit, demain, parce que demain, il y aura déjà un dialogue national. Puisque lui-même, il a proposé un dialogue dont lui-même ne comprend même pas. Il dit parce que on propose un dialogue en l'air, on ne sait même pas. Bon, c'est vrai qu'il a dit, il a eu quand même à proposer une feuille de route, mais comment est-ce que ça va se mettre en place? Non. Là, déjà, l'opposition prend le contre-pied. Demain, il sera organisé un dialogue national avec la société civile et l'opposition. Alors, est-ce que les décisions qui vont sortir quand même de ce dialogue vont engager le pouvoir? C'est là toute la question. Credo, aujourd'hui, dans le cas algérien, on semble être dans une sorte d'impasse et on ne se retrouve plus vraiment. Non seulement il ne se retrouve plus, mais je dirais que le gouvernement et son président sont en train de jouer de la supercherie parce qu'ils ne peuvent pas nous dire qu'ils proposent un cadre de dialogue sans prendre part. Donc, même si l'opposition a des choses à dire, si la société civile a des choses à dire, donc les preneurs des propositions de ces 2 camps, c'est le gouvernement, c'est l'État. Maintenant, si l'État n'est pas partie prenante à ce dialogue pour prendre en considération les recommandations, qui va les exécuter. Donc, c'est là où je parle de supercherie, parce que ça, c'est une fuite en avant. Donc, c'est pour dire, vous l'avez voulu, mais le président, par intérim, est en train de jouer dans l'endormissement de la classe politique. Donc, il se croit plus intelligent, plus éveillé en proposant ce cadre de dialogue. Vous allez voir que ce cadre de dialogue sera refusé parce que ce cadre de dialogue, il y a Joseph qui le dit, lorsque les recommandations seront faites, qui va les appliquer? Donc, le gouvernement en place n'est pas une boîte postale où on va dire nous avons fait, donc aller véhiculer l'information. Donc, ils ne vont pas le faire. Donc, autant que ce pouvoir s'assume pour dire nous avons failli à notre mission, retrouvons un cadre où nous pouvons discuter de l'avenir politique de notre pays. Donc ça serait plus élégant que ce qu'ils sont en train de faire parce que en proposant ce cadre, ils savent que l'opposition ne va pas y participer, que ça sera non seulement un échec, mais eux, ils vont profiter pour gagner encore du terrain. Est-ce qu'on n'est pas au niveau de l'Algérie en face d'un pouvoir qui est complètement rejeté, mais qui est dans le déni de cette réalité? Oui, je crois que vous avez fait une meilleure lecture de la situation. Aujourd'hui, ce gouvernement se fonde généralement sur 3 choses. D'abord, il joue sur le temps, il joue sur les mots, et puis il joue sur la situation. Parce que, premièrement, lorsque vous écoutez ce président qui dit dans son discours qu'il va organiser un dialogue inclusif, au même moment, vous parlez de dialogue inclusif et vous dites que l'armée, l'État et les CED ne vont pas prendre part. Quel est ce type de dialogue inclusif? Et vous verrez que le 9, ils sont déjà à la limite donc, de leur mandat constitutionnel. Ils veulent procéder, c'est là où je dis qu'ils jouent seulement sur le temps. Ils veulent c'est-à-dire se fonder sur ce dialogue-là pour se donner une certaine longévité. Voilà. Parce que quand il y aura ce dialogue, là, les gens vont quand même, ils croient que les gens vont épouser l'idée. Ils seront dans ce dialogue-là au même moment. Et quand si le délai passe, ils sont déjà en train de travailler, ils veulent continuer. Et également sur la situation. Parce que, étant, c'est pas un général tout fait tout flamme, issu même du cercle fermé donc de Bouteflika, or la rue demande à ce que eux tous puissent quitter du moins les institutions. Donc voilà, donc il veut jouer sur ces 3 éléments, mais
Et mal lui a pris parce qu'il est devant un peuple qui ne va pas abdiquer, parce que ce n'est pas comme certains peuples en Afrique où lorsqu'on va tirer des gaz lacrymogènes, c'est fini. Ce peuple est debout jusqu'à ce qu'ils ne tiennent ce qu'ils veulent. Voilà. Donc à un moment donné, je crois qu'il doit comprendre la situation. Sinon, il risque donc de commettre des erreurs. C'est-à-dire, à un moment donné, ce que les Soudanais sont en train de faire, de tirer sur la population, s'il commence comme ça, je crois qu'il va se mettre dans des pétrés. Le problème ici, au niveau de l'Algérie, avec ce que demande le peuple, c'est que si on dit Ben Salah dégage, je ne sais pas qui d'autre dégage, on met quoi à la place? Non, mais je pense que... Non. Non, mais quoi qu'on dise, ce n'est pas... C'est vrai qu'il y a des gens dans la rue, mais derrière les gens, il y a aussi des Algériens, des personnes aux ressources. Oui, mais on n'a aucune proposition, il n'y a